Vous écoutez Le Parlementaire, podcast sur la politique québécoise, canadienne, américaine et sur l'actualité. Avec Cédric Fortin-Tremblay, Olivier Morin et Jérémy Nadeau. Alors, bonsoir tout le monde et re-bienvenue à cet épisode du Parlementaire. Donc, on effectue un grand retour après plusieurs mois d'absence. Là, on a été pas mal occupés dans nos vies personnelles. Donc, je vais tout de suite accueillir mon collègue, puisqu'on va être encore deux ce soir pour cet épisode, Jérémy. Donc, salut Jérémy. Bonsoir, Oli. J'espère que tu te portes bien en cette fin d'été et en ce début de l'université qui commence. Oui, d'ailleurs, la raison pourquoi on n'a pas été capable de tourner des épisodes pendant l'été, c'est justement parce que, la politique ne bat pas à son meilleur l'été et que tout le monde est occupé avec le travail pendant les études. Donc, il s'est passé pas mal de trucs depuis la dernière fois qu'on s'était parlé. Et on va en profiter justement pour parler aujourd'hui. On va continuer en fait sur la scène fédérale, puisque c'était sur ça qu'on avait parlé, qu'on s'était laissé sur la dernière fois. Donc, c'était un épisode sur l'Alberta. Mais là, on va parler des élections, puisque notre chum Justin a décidé, mois d'août, de déclencher les élections. Qu'on va dire qu'on s'attendait probablement, Jay, à ce que ça arrive à un moment donné, quelque part dans 2021, que Trudeau déclare les élections. Effectivement, tous les journaux disaient qu'il y allait avoir des élections, sauf qu'ils n'étaient pas capables de donner une date précise. Moi, j'aurais pensé que ça aurait été avant l'été, parce que techniquement, d'un point de vue stratégique, tu ne veux pas déclencher des élections en plein milieu de l'été, parce que justement, personne ne s'intéresse à la politique, puis il ne se passe rien l'été. Ça, c'est un cliché, c'est de même depuis la nuit des temps. Tout le monde est en vacances, les politiciens sont en vacances, les gens sont en vacances. Bref, je ne m'attendais pas à ce que ça soit là, puis les journaux ne disaient pas ça non plus. Sauf que, les stratagèmes de Justin Trudeau ont dit, bon, on va faire ça en plein milieu de l'été. Alors moi, si tu veux mon avis là-dessus, je pense que c'était une totale erreur de sa part d'avoir fait ça. Mais bon, là, on parle de pourquoi des élections. Moi, je pense que son but derrière ça, c'est avant tout, comme il le dit lui-même, d'atteindre une majorité au gouvernement parce qu'actuellement, il est minoritaire. Donc, il doit consulter les autres partis pour prendre des décisions, voter des lois. Il ne peut pas tout faire ce qu'il veut par lui-même. Et il veut avoir les pleins pouvoirs pour faire, en fait, ce qu'il veut. Mais je disais, puis d'ailleurs, j'écoutais à un moment donné les nouvelles à la télé, ça donnait de même, puis il interviewait du monde dans la rue pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensaient de déclencher les élections. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui était mitigé, qui disait que c'était comme pas le moment, qu'il y avait la COVID, si ça. C'est sûr que moi, personnellement, ce que j'en ai pensé des élections, je pense que Trudeau, j'étais convaincu qu'il allait le faire à un moment donné. Tu sais, les conservateurs, à ce moment-là, on s'entend que il y en a beaucoup qui disaient qu'Autos n'était pas un si bon chef que ça. C'est ça, qu'il n'allait pas émerger. Et que j'ai l'impression que Trudeau l'a fait pour ça, mais je me rends compte qu'avec le temps, on se rend compte que Justin était juste, était pas préparé pour ces élections, mais pas en tout. Puis qu'il est littéralement en train de se foirer. On l'a vu au débat, en fait, qu'il était incapable de coller quoi que ce soit qui avait de l'allure. Puis lui et O'Toole, c'était... Tu te rappelles, Jay, je l'avais dit qu'on s'était croisés vendredi, que lui et O'Toole, il jouait à mon père plus fort que le tien, ou dans le sens où... j'ai un plus gros plan que le tien. C'est ça. Puis c'est drôle parce que c'était toujours genre j'ai un plan. Les entendre parler, il y avait un plan pour tout. Là. Je suis sûr qu'il y avait un plan pour trouver un remède pour le cancer. On était rendu là. Voilà. Mais c'est vrai que tu as raison. Puis je voulais dire, dans le fond, que Trudeau, il pensait qu'il allait arriver puis qu'il allait faire une attaque éclair. Un peu la Blitzkrieg comme les nazis ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il arrive, il débarque, il dit des mots, des belles phrases comme ça. Paf, il a sa majorité, il est reparti. Parce qu'on s'entend, quand tu déclenches les élections, il y a une durée minimale. Puis lui, il est allé pour la durée minimale des élections. Il ne voulait pas de quoi qui s'étale sur le long terme. Paf, il arrive, élection minimale, discours à la Justin Trudeau rempli de vertu et vide de parole. Puis par la suite, bam, on est parti pour des élections. Sauf que là, il se rend compte que c'est quand même long, 1 mois, qu'il peut se passer beaucoup de choses entre-temps. Et il a grandement sous-estimé ses adversaires, notamment Jack Meeting, duquel on n'a pas encore parlé, mais qu'il va falloir parler aussi. Les conservateurs, comme tu l'as dit, Erin O'Toole, tout le monde disait, c'est qui ce gars-là? Il sort de nulle part, il ne va pas réussir. On ne savait même pas s'il allait se faire élire dans sa propre circonscription.
Finalement, là, tout le monde le connaît. Puis j'ai envie de dire, c'est pas parce que Erin O'Toole, il est bon que le monde, ils vont le choisir. J'ai l'impression que c'est pour deux raisons. Parce que c'est le seul qui peut remplacer Justin Trudeau, de un. Puis de deux, parce que c'est l'usure du pouvoir qui est là chez Justin. L'usure du pouvoir parce que ça fait globalement un an et demi qu'on le voit à TV pratiquement tous les jours. Fait que j'ai envie de te dire, le monde sont juste écœurés puis ils veulent du changement. Je veux dire, l'usure du pouvoir, je veux dire, tant qu'à faire, je suis pas fan de la CAQ et de Legault, mais on pourrait dire un peu la même affaire de Legault, que le monde ne voterait pas pour lui parce qu'il se tente de le voir à la télé, mais je pense pas que le monde est vraiment tanné de voir Justin Trudeau à la télé. Je pense plus que je pense plus que c'est une question de. Je pense que c'est plus une question je dirais, de principe, dans le sens où est-ce que on sait que les critiques sur Trudeau concernant la gestion de la COVID puis tous les prolongements inutiles des mesures d'aide financière aux personnes qui fait juste comme s'éterniser puis qui fait juste plus encore, qui fait juste creuser la dette puis pas régler le problème le problème de pénurie de main-d'œuvre. On remet le problème. J'ai l'impression que ce qui se passe présentement, c'est que les gens se rendent compte que de plus en plus, Justin Trudeau est peut-être qu'au bout du compte, c'est Justin Trudeau. En fait, Justin Trudeau est peut-être la source du problème. Puis c'est peut-être pas en se disant, comme Autos a dit, on va créer, Autos dit, on va créer des jobs, OK. On viendra là-dessus tantôt, mais j'ai l'impression que les gens se rendent compte que pour lancer une économie au Québec ou peu importe où, il faut que tu commences par t'arranger pour que les gens soient capables ou soient aptes à aller travailler. Puis c'est pas avec Justin Trudeau qu'on va le faire parce que Justin Trudeau veut trop aider tout le monde et ça commence à devenir, franchement, à mon avis personnel, irritant et ça devient stupide. Ben, tu as raison, puis je pense que justement, c'est le retour au réel qui est en train de s'opérer, c'est que à force de dire on va faire ci, on va faire ça, on va aller à l'autre bout de la planète faire ci, on va réaliser plein de belles choses, ben, tu te rends compte qu'au final, tu n'as juste pas la capacité à le faire, puis que la base, le fondement même de ta société, il y a un problème avec. Donc, il faut s'attarder à ces choses-là avant de dire on va faire n'importe quoi, là, on va investir à tel endroit ou on va faire telle affaire à tel moment. Bon, là, des détails précis, il faudrait regarder plus en détail, là, mais bon, vous comprenez le principe. Mais c'est ça. Ce que les partis politiques devraient faire, selon moi, c'est vraiment s'attarder plus à justement la capacité du pays à produire c'est le fruit de ses ambitions. Si on peut le dire comme ça. Maintenant, en fait, j'aimerais ça t'entendre sur la campagne électorale plus en détail, parce que là, on parle de Trudeau, mais tu sais, il y a d'autres candidats. Il y a les conservateurs, le NPD, il y a le Bloc, il y a même le Parti vert. Donc, je sais pas si tu pourrais nous parler un peu. T'as peu. T'oublies Maxou. Ah ouais, Maxou. T'oublies Maxou. T'as peu Maxi? Maxime Bernier, ouais. Le gars qui s'est même pas fait élire en Beauce dans son propre parti. Dans son propre comté, excuse. Le gars qui a son parti, il fait moins sérieux, le parti Rhinocéros, mais ça, c'est je sais pas si ça vaut la peine d'en parler ici. Là. Il y a d'autres non, on n'en parlera pas, c'est une blague, mais tu sais, je veux pas être méchant envers les Verts, puis en fait, envers les Verts, mais tu sais, même le Parti vert, on s'entend dessus que bon, il y a de la chicane entre leur parti pour l'Israël. Même les Verts, ça a l'air que c'est pas très fort en ce moment, leur truc. Bon, Amélie Paul n'a même pas participé au débat. Elisabeth May avait participé en 2019, mais là, ils ne l'ont pas amené pour le débat. Ben, malheureusement, le Bloc québécois a plus d'intention de vote que le Parti vert à travers le pays. Ouais, je sais. C'est pour te dire, avant, c'était pas le cas. Là, le Bloc est rendu. Mais OK, mais pour revenir à ce qu'on disait à propos de la campagne électorale en général, pour avoir écouté 40 minutes du débat, parce que, bon, même si je suis fan de politique, il faut comprendre que j'ai jamais vraiment été. C'est pas que je suis pas fan, mais j'ai jamais vraiment été un gros maniaque du débat des chefs, parce que je trouve que c'est tout le temps la même affaire. Je trouve que les discours ne changent pas. C'est tout le temps juste de l'ostinage de savoir lequel qui a le meilleur plan pour le Québec ou lequel qui va sauver le Québec en premier. En résumé, il n'y en a pas. Mais malheureusement, il n'y en a pas un qui a encore été capable de le faire. Il n'y en a pas un qui a été capable de le faire, ouais. Puis j'ai l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est que moi, j'ai l'impression que du côté du Parti conservateur, il y a une volonté de Ryan O'Toole de faire de quoi pour le Québec. Je l'avoue, franchement, je pense que Ryan O'Toole a un plan sérieux pour le Québec. Par contre, je ne suis pas fan des conservateurs. Leur idéologie ne me rejoignent pas. Je trouve que c'est des idéologies qui sont trop arriérées. Puis,
je pense que de voter juste conservateur parce qu'ils pensent au Québec, moi, personnellement, je trouverais ça un peu hypocrite parce que est-ce que ça va juste au-delà de tes valeurs? Est-ce que tu votes réellement pour tes valeurs à ce moment-là? Je pense pas. Mais je pense que Erin O'Toole a une réelle intention envers le Québec. Je trouve ça le fun, mais en même temps, même si je suis aucunement fan. Du côté des libéraux, ben, Trudeau essaie juste de montrer qu'il veut être le meilleur, mais ça ne fonctionne juste pas. Puis les libéraux, puis ben, ils ont encore des intentions de vote, mais ils commencent de plus en plus à glisser, même dans l'Atlantique. Je disais l'autre fois que les conservateurs, je pense, puis les néo-démocrates commencent à prendre plus de terrain. Au niveau du je bloc, vais te dire ça, ouais, effectivement, ils prennent même beaucoup de terrain, plus les conservateurs. En tout cas, ça, c'est à prendre avec une pincée de sel, là, mais il y a quelques jours, quelques semaines, les conservateurs étaient à 25 des intentions de vote. Aujourd'hui, ils sont à 33 en comparaison avec 37 pour les libéraux. Ben, ça, c'est les sondages, donc c'est pas. Honnêtement, c'est à prendre vraiment avec une pincée de sel. Mais ça montre une tendance, mais pas les résultats exacts. T'sais. On peut rester surpris parce que la Nouvelle-Écosse vient de sortir un gouvernement libéral pour en élire un majoritaire conservateur. Fait que si on a eu une idéologie conservateur, quoique je suis un peu, ça peut paraître con ce que je dis parce que quand tu regardes un peu au niveau de l'Ontario vote énormément comme libéral au niveau je pense au niveau des fédérales, puis ils ont élu et puis ils ont mis au pouvoir le Parti conservateur au niveau provincial. En fait, dans les provinces anglo, c'est souvent ça. C'est généralement, tu veux que ce soit bleu à l'interne. Plutôt, si c'est bleu à l'interne, ils vont voter rouge à l'externe. Puis si c'est bleu à l'externe, ils vont voter rouge à l'interne. Ouais. Généralement, il y a une tendance vers l'équilibre. En tout cas, quand tu regardes l'historique politique au Canada dans toutes les provinces, c'est ça. Il y a une tendance à ce que ce soit des contraires, puis jamais tout bleu ou tout rouge. Mais pas continuer même au Québec. Au Québec, par exemple, quand c'est libéral, ben, généralement, ça va voter encore plus conservateur au fédéral, alors que si c'est conservateur-ish, au provincial, ben, ils vont voter libéral en masse. Ouais. Mais Jay, je veux juste entendre un peu entre la guerre entre les libéraux et les conservateurs. Puis après ça, on se penchera peut-être sur le NPD puis le Bloc parce que bon, c'est peut-être pas les deux gros partis principaux. Mais toi, jusqu'ici, t'en penses quoi on va faire un peu mettre deux partis parce que sinon, je vais monopoliser le temps puis j'ai pas le goût. Donc, je vais te laisser parler juste de ce que tu penses entre les libéraux et les conservateurs. Puis je vais essayer de revenir un peu là-dessus après. Ben, en fait, moi, je vais faire du pouce sur ce que tu disais. Les conservateurs, c'est bien qu'il y ait un plan pour le Québec, sauf qu'ils ont toujours une tendance à avoir un petit peu plus un plan pour le Québec. Encore une fois, quand tu regardes Stephen Harper, il essayait de faire un compromis avec les nationalistes québécois, Brian Mulroney aussi, pour justement se faire élire. Mais ce que je trouve dommage là-dedans, c'est que tu peux quand même douter de la sincérité de l'opération. Parce que généralement, les conservateurs se disent c'est bloqué partout dans le Canada anglais. Toutes les positions sont ancrées. Chacun est dans son château fort. Puis il y a Québec puis l'Ontario que ça bouge. Puis en gros, il faut que tu séduises par obligation pour te faire élire. Donc, une fois que tu as le pouvoir, tu as beau avoir dit plein de choses pour séduire, mais tu n'es pas obligé de le faire. Les bottines ne suivent pas tout le temps les babines, comme on dit. Puis c'est pour ça que je suis toujours perplexe par rapport à ça. J'ai une certaine méfiance, sauf que ce que j'apprécie, c'est qu'au moins, lui, il a l'air d'avoir l'intention d'aller loin dans ce qu'il propose. C'est parce que, dans le fond, il se dit tout le monde va avoir le Québec, tout le monde veut être pro-Legault, essayer d'écouter pour justement se faire élire, sauf que lui, c'est lui qui va le plus loin dans ses propositions. Fait il est prêt à se vendre un peu plus pour avoir le pouvoir. C'est ça que je veux dire. Ouais. Puis surtout que quand tu regardais Trudeau, je veux dire, tu sais, il parlait des transferts en santé, je veux dire, Trudeau, il avait pas l'air à vouloir trop, tu sais, on dirait que Trudeau veut pas trop ingérer d'argent au Québec, il veut comme pas trop donner d'argent, tu sais, il voulait faire avec des conditions puis tout ça. Puis c'est de là que je veux ramener peut-être la propos du Bloc pour continuer le Bloc, parce que je lis souvent sur Twitter, ben pas tout le temps, mais des fois, là, je lis des tweets de des gens qui remettent en question la pertinence encore du Bloc. Puis je me rends compte à quel point que dans cette élection-là, si le Bloc était pas là présentement, je sais vraiment pas où est-ce qu'on en serait. Parce que quand tu regardes ce que François Blanchet faisait dans le débat, tout ce qu'il faisait, c'était littéralement de ramener Trudeau et O'Toole sur la terre. C'est ça, sur le concret, là, ici maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire là, pas dans les belles paroles, la vertu. Tu sais, Blanchet disait, ouais, vous avez un plan pour tout, mais êtes-vous réellement au courant de la situation? C'est comme quand O'Toole a dit,
pour sauver l'économie, on va créer des emplois, puis par la suite, tu as Blanchet qui dit ouais, mais c'est parce que vous êtes au courant qu'on est êtes-vous au courant qu'on est en pénurie de main-d'œuvre au Québec en ce moment, puis que ça va pas trop bien pour chercher des employés. Donc, j'ai l'impression qu'en même temps, ils disent qu'ils ont des plans pour le Québec, mais j'ai l'impression que ou Trudeau n'est peut-être pas au courant de tout ce qui se passe dans les entreprises ou tous les problèmes. C'est comme quand Trudeau disait à un moment donné, on va avoir des garderies, on va avoir un système de garderies comme moins cher pour régler la crise du logement. Je ne comprends pas en quoi. Ça n'a aucun bon sens. Il me semble qu'il a dit ça. Il me semble que je l'ai entendu ça. Oui, tu as raison. C'est quoi le rapport? La garderie à 10$, ça ne remplacera pas le fait que tu n'as pas de logement à 500$ à Montréal. Je veux dire, c'est pas. Ça ne changera rien dans le processus. Pour ça, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est que présentement, tu as Blanchet qui est juste là et qui regarde toutes les deux en disant est-ce que vous êtes des épais ou bien vous êtes capable d'être réaliste? J'ai comme l'impression qu'on dit qu'on a un plan pour le Québec, mais en même temps, j'ai comme la vaste impression qu'on n'est pas tant conscient de tous les enjeux qu'il y a au Québec. En gros, ce que ça reflète, c'est le fait qu'ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils s'en vont, puis que pour se faire élire, pour obtenir le pouvoir, tu es obligé d'aller chercher des parties de l'électorat. Sauf que de nos jours, l'électorat, comment ça marche, c'est que c'est plus des personnes qui vendent leur âme pour un parti comme c'était le cas autrefois. Aujourd'hui, c'est vraiment plus, nous, on aime telle cause, ça nous tient à cœur. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme ça? OK, si vous aussi, vous êtes comme ça, on va voter pour vous. Donc, ce que ça fait, c'est que tes partis politiques, ils n'ont pas de ligne directrice en tant que telle qui doivent suivre une ligne idéologique. Ils sont vraiment plus en mode OK, comment je vais faire pour essayer de composer avec la situation et me faire élire? OK, les autres, ils veulent ça, fait que je vais faire ça. OK, les autres, ils veulent ça, fait que je vais faire ça. Mais t'as beau le dire que tu vas faire ça, tu sais vraiment pas comment tu vas y arriver à la réalisation de ce projet-là ou de cette revendication-là. Donc, ça, c'est vraiment les partis principaux qu'ils disent on s'en va par là, mais qu'ils savent vraiment pas c'est où la direction qui pointe. Là où c'est pertinent pour nous d'avoir un gouvernement qui est minoritaire, là, on rentre dans mes avis personnels. Là où c'est vraiment pertinent d'avoir un gouvernement minoritaire, c'est qu'au lieu d'avoir un gouvernement qui a les pleins pouvoirs, qui ne sait pas où c'est qu'il s'en va, ben au moins, il doit consulter les autres pour au moins que ça. Comment je pourrais te dire? Que ça empêche sa folie d'aller trop loin. Tu sais. Ouais. Puis là, on va répondre à ta question. Pourquoi c'est pertinent le bloc dans ce cadre-là? Il y a du monde qui sont pro-bloc, il y a du monde qui ne voient pas la pertinence et qui n'aiment pas vraiment le bloc pour plusieurs raisons. Puis ça, c'est respectable. Mais la légitimité du parti est néanmoins là dans l'optique où puisqu'on participe à un fédéralisme en ce moment avec plusieurs provinces, donc on est 1 sur 10, nous. Puis, comme on a pu le voir, les autres partis principaux pour qui on voterait ont 9 autres provinces à prendre en compte, ont des causes à gauche, à droite qu'il faut qu'ils portent sur leur étendard puis qu'ils amènent le parti dans cette direction-là, l'Assemblée nationale dans cette direction-là. Ben, ça fait en sorte qu'on finalement, on n'est pas beaucoup représenté à l'Assemblée. Puis que bien souvent, on peut se faire marcher dessus, puis on n'a plus notre mot à dire parce que on est 1 sur 10. On est qui, finalement? Tandis c'est là que le bloc est pertinent parce que ça fait en sorte que dans le fédéralisme, finalement, on peut y participer en étant une proportion assez grande. Là, on est 32 députés à l'Assemblée nationale. Puis c'est pertinent parce que nous, on peut porter notre voix, en fait, les intérêts du Québec à l'Assemblée nationale. Et justement, là, pour renchérir là-dessus, ce qui est vraiment bien avec ce phénomène-là, c'est que les autres provinces commencent à s'en inspirer un peu. Comme en Alberta, on en a parlé dans notre dernier épisode. C'est le Maverick Party. Que lui, en gros, il s'inspire carrément du Bloc québécois. Le chef du Maverick Party, il dit OK, c'est comme Yves-François Blanchette que je veux être, je veux représenter les intérêts de l'Alberta à l'Assemblée nationale. Puis tranquillement, la démocratie canadienne est en train de se réinventer, c'est ce que je dis. Ben, tu as raison. Puis je pense que, tu sais, on en avait justement parlé à Alberta, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des. Tu sais, comme on dit, le Canada est divisé, puis c'est un peu compliqué parce que, je veux dire, d'un côté, l'Ouest, je veux dire, tu sais, l'Ouest, c'est divisé en deux. Je veux dire, tu as comme Vancouver, puis tu as l'Alberta, tu sais, je veux dire, Vancouver est plus. Je trouve que, mettons, la ville comme Vancouver, etc., sont plus tendance à gauche, puis, mettons, l'Alberta était plus un peu à droite. Oui, il y a des montagnes qui les séparent. Là, l'autre bord de la montagne, c'est à gauche, l'autre bord, c'est à droite. Puis même les prairies, je pense que c'est dit. Donc, tu sais, peu importe où ce que tu es au Canada, je veux dire, peu importe, on dirait que les voisins, tu sais, ton voisin est divisé par rapport à toi. Fait ça fait en sorte que j'ai l'impression que ce qui va se passer, c'est que chaque
province va finir par avoir son parti qui va le représenter, mais de façon à ce qu'il ne soit pas, mettons, un parti juste généraliste comme les libéraux ou les Ben, conservateurs. c'est parce que ça marche pas. C'est ça qu'on se rend compte, élection après élection, on se rend compte que les partis généralistes, justement, ils ne servent pas les intérêts de chaque province. Puis que tranquillement, ben, en justement se rendant compte de ça, ben, on se dit, ben, chacun a des intérêts différents, fait qu'ils convergent tous vers leur propre direction. Donc, ça sert à quoi d'avoir une assemblée qui décide pour un territoire de plus de 5000 km de long, tu sais? Ben moi, je demeure persuadé que moi, je pense que tout part de l'Ouest. Quand tu regardes un peu, je veux dire, quand tu regardes la principale priorité, je pense, des deux partis, c'est pas mal le pétrole. Je pense que, je veux dire, l'Ouest canadien est important, je pense, dans cette dans ce poids électoral-là. Je sais que le Québec est dur, que le Québec prend compte, mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que toutes les idéologies qu'on prend, on les part de l'Ouest parce que c'est plus facile de servir les intérêts de l'Ouest en premier. Je ne sais pas pourquoi. Jay, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais moi, j'ai remarqué que quand tu regardes ça, on veut combattre la crise climatique, mais en demandant aux compagnies pétrolières de faire du pétrole carboneux. Je veux dire, c'est pratiquement, je veux dire, on sait tous que c'est pas possible. Donc, tu sais, j'ai l'impression que le gros problème présentement, c'est qu'on est pris dans une situation où est-ce que tu as l'Ouest versus nous, puis tu as après ça toutes les autres provinces qui sont autour. Puis, tu as le fait que, bon, les autres provinces n'aiment pas le Québec, puis que là, on est des fucking frogs, comme ils disent tout le temps. Ouais. Puis, je pense que le problème en ce moment, c'est que j'ai l'impression qu'il y a de la division, puis la chicane fait en sorte qu'on n'est plus capable de réellement se pencher sur la question de c'est quoi qu'on veut tout au Canada parce que personne ne veut pareil. Puis, je veux dire, tu sais, au Québec, je veux dire, présentement, on le sait qu'on essaie de faire réanimer un débat souverainiste, même si on le sait qu'au bout du compte, c'est pas tout le monde qui l'est. Je veux dire, oui, même dans notre province, il y a une division, mais ta division ne sera pas autant forte puis généralisée que dans un pays au grand complet qui, depuis quelques années, semble de plus en plus essayer de se retrouver. Ce trou, en fait, ouais. Il y a un trou qui se fait, en fait, en chaque province, plus ça avance. Puis, justement, là, on dévie un peu, mais c'est quand même pertinent comme sujet. Élection après élection, on se rend compte que finalement, le Canada, il pointe vers plusieurs directions différentes. Puis que justement, ça, c'est une bonne question à se poser. Sauf que pour répondre à ta question que tu m'avais posée tout à l'heure, moi, j'en pense que ce qui va se passer, c'est que non, en ce moment, les gens, ils ne parlent pas de souveraineté parce que justement, ils sont blasés un peu du sujet. Après avoir perdu 2 référendums, le monde, il se résigne un peu, puis ça laisse une grosse cicatrice mentale sur une population donnée. Et justement, ça va prendre vraiment quelque chose de gros pour réanimer le débat, mais tranquillement, on voit que finalement, c'est une situation qui est malgré elle, que dans tous les cas, ça va ressortir, étant donné que le système politique dans lequel on est va nous diviser, les intérêts des provinces vont nous diviser, les convergences de tout le monde nous divisent. Et moi, ma théorie là-dessus, c'est que prochainement, lorsque l'Alberta, dans 2 mois, quelque chose comme ça, 1 ou 2 mois, va voter majoritairement oui pour réouvrir la Constitution à cause de la péréquation, que là, on va avoir un débat pan-canadien très, très intense sur justement qu'est-ce qu'on veut faire avec le Canada. Bref, tout ça pour dire que justement, les partis vont à gauche, à droite, ils nous envoient des belles paroles en l'air, on a oublié de parler de NPD, hein, on a oublié de parler, on n'a même pas parlé de Jack Meehan encore. Ah non, c'est vrai, on n'a même pas parlé de lui encore. Ben, c'est ça. Un dernier mot sur Jack Meehan. On va finir là-dessus, là, notre point. Donc, la NPD, écoute, pour vrai, Jay, tu te rappelles, il y a une couple de mois de ça, ou même l'an passé, qu'on parlait du déclin de Justin Trudeau, on parlait du fait que la NPD, était comme un peu sur le mode survie avec les libéraux qui travaillaient ensemble, puis tout ça, puis que ça sont moins survie, mais depuis peut-être une couple de mois, depuis le déclenchement des élections, on se rend compte que le NPD commence à regagner beaucoup plus qu'il gagnait avant. Puis j'ai l'impression qu'ils commencent de plus en plus à vouloir se discréditer de Justin Trudeau puis de vouloir aller travailler de leur bord parce que j'ai comme l'impression qu'ils se sont retrouvés une identité à quelque part qu'ils avaient perdue depuis peut-être là, Thomas Mulcair et Jack Layton. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la renaissance d'un parti qui était peut-être en train de mourir ou de creuser sa propre tombe? Bien, moi, je pense que oui, on assiste à ça en ce moment,
Mais on assiste à ça parce que justement, ils ont été capables de choisir clairement qu'ils voulaient être vraiment plus à gauche que Justin Trudeau. Sauf que là, l'affaire, c'est qu'entre Trudeau et Singh, il y a quand même un genre de combat Ouais. pour celui qui va se vanter d'être le plus à gauche. Mais le NPD, tu sais, dans leur assemblée générale, il y avait des propositions comme, tu sais, abolir l'armée, abolir la police, des trucs comme ça, chose que Trudeau n'irait pas faire, je pense. Et justement, c'est le NPD, nous, ce qu'on avait pensé justement aux parlementaires, c'est que c'est un parti qui attire beaucoup plus les jeunes. C'est un peu le Québec solidaire du Canada. Et, euh, et justement, il s'est Mais comme les éloigné beaucoup de libéraux sa ont des jeunes position aussi. plus social-démocrate qu'il y avait à l'époque de Thomas Mulcair Jack Layton. et Jack Layton. Et justement, il est allé encore plus à gauche. Donc, c'est une nouvelle identité qui charme son électorat. Donc, les libéraux qui sont un peu qui sont pas contents de ce qui s'est passé avec Trudeau, ben, ils vont peut-être aller plus au NPD. Et justement, avec l'ambiance médiatique en ce moment, tout à la vertu, tout à c'est qui est le plus à gauche, ben, je pense que si le NPD va vraiment au bout de sa pensée, qu'il y a moyen de prendre les personnes les plus les plus extrémistes c'est ça, à gauche, là, justement. Et bon, ouais, effectivement. Donc, on va y aller avec le prochain truc qu'on voulait parler parce qu'on avait vu qu'on avait oublié le NPD. On n'a pas pu trop. On n'en a pas parlé tout de suite, mais on voulait parler en fait du clivage, on va dire, ou plus le zigzag de gauche à droite. Parce qu'on se rend compte que depuis le début de cette. En fait, ça a toujours été comme ça. On se rend compte que à chaque année, à chaque élection, on a toujours le fameux, les fameuses promesses de gauche, mais qui finalement deviennent par après un peu des promesses de droite ou en tout cas vice-versa. Par exemple, dire que bon, un parti est pro-environnement, mais d'appuyer le troisième lien ou de dire que tu veux combattre la crise climatique avec le pétrole et des trucs comme ça. Donc, Jay, je voulais savoir, est-ce que tu penses que, puis je vais répondre à la question après, est-ce que tu penses que le clivage à gauche et à droite n'est pas rendu est pas en train de tourner un peu en dérision dans cette campagne électorale-là ou Ben, peut-être en général? à cette question, je répondrai tout simplement oui. Et non seulement ça, mais bon, je te dirais que dans le milieu intellectuel, ça fait à peu près 30 ans que les gens remettent en question la pertinence du clivage gauche-droite, de qualifier quelqu'un à gauche ou à droite, parce que la seule chose que ça engendre finalement, c'est de dire est-ce que toi, tu es une personne fréquentable ou non? Parce que dans l'opposition gauche à droite, c'est la Mhm. gauche qui dit si tu es de droite ou non. C'est pas l'inverse. C'est Ouais. même ça va se passer très, très rarement. Puis en fait, c'est une course pour savoir c'est qui est le plus à gauche, généralement. Donc, dans cette optique-là, dans cet univers mental-là de OK, on classifie tout le monde à gauche ou à droite, mais finalement, on se retrouve dans du monde qui décide qui est-ce qui est bien puis qui est-ce qui est mal. Mhm. Parce que la droite, bon, là, si on va un peu dans les origines, la droite, généralement, c'est la main droite, c'est la main normale, puis la main gauche, c'est la main du diable. Donc, la personne qui se, qui se veut du progrès, donc qui s'éloigne de la norme, on va dire, est de gauche. Puis Mhm. justement, là-dedans, c'est le gauche qui a un qualificatif. Droite, c'est un peu tout ce qui est arriéré, traditionnel, pas bon, Mhm. statique. Alors que gauche, ben, c'est celui qui est en mouvement, c'est celui qui bouge, c'est celui qui est vers le progrès, c'est celui qui veut du changement, tu sais. Donc, dans cette optique-là, il y a le bien puis le mal en Mhm. politique. Donc, c'est pas. En fait, aujourd'hui, le problème, c'est que tout le monde va se qualifier de tout et de rien, puis que justement, ça engendre un certain zigzag parce que personne ne veut être de droite. Fait que finalement, tout le monde veut aller à gauche, mais les personnes qui sont à gauche veulent se différencier de leurs concurrents, donc vont dire qu'ils sont plus à gauche que les autres. Donc, c'est ça qui se passe avec le NPD et Mhm. Justin Trudeau, par exemple. C'est ça qui se passe aussi avec les conservateurs. Même les conservateurs, là, on a écrit sur notre diapositive que c'est un parti arriéré des années 1950, mais de plus en plus, ils vont promouvoir des politiques très, très progressistes aussi pour Mhm. justement rentrer dans l'acceptabilité sociale de notre ambiance médiatique actuelle qui est très, 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 très pro-gauche. Là. Si t'es pas gauchiste, ben Mhm. t'es le mal absolu. Là. Donc, je sais pas si toi, tu partages cet avis-là ou tu analyses Ben, la moi, je situation pense que différemment. c'est. Ben, moi, je pense que c'est plus un. En fait, c'est.
je comprends ton. Ben, en fait, je suis d'accord avec ton point de vue de dire que présentement, une idéologie, ben, ouais, en fait, je suis d'accord sur ton point de dire que les partis présentement essayent d'être le plus à gauche possible. On essaye de discréditer lesquels, bon, ceux qui sont à droite, mais de dire que dans notre actualité actuelle, on veut être le plus de gauche possible, je pense. Moi, je suis pas d'accord parce que quand tu regardes, je veux dire juste sur un exemple, là, si tu regardes, puis tu lis, exemple, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce qu'on essaie de faire, au contraire, c'est qu'on essaie de mettre la gauche comme étant les super vilains, puis j'ai l'impression qu'on essaie de mettre la gauche dans tous les extrémismes, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des extrêmes autant à droite, autant à gauche, et ce que j'ai l'impression qui se passe, c'est que le problème avec les zigzags à gauche et à droite, c'est que on n'est pas capable de s'entendre sur une réelle identité dans le pays. Parce que, comme je le disais tantôt, on est divisé sur plusieurs idées. Puis, pour certains, mettons, des idées de gauche peuvent être des idées de droite et vice-versa, tout comme les partis. Fait que je trouve que ce qui se passe, c'est que ça devient un peu compliqué de savoir réellement si tu vas être de droite ou de gauche parce que comme moi, tu peux avoir, mettons, tu peux te considérer de gauche comme je le fais, mais avoir peut-être pas tout le temps être en accord avec ce qui se fait à gauche, puis peut-être des fois être d'accord un peu avec ce qui se dit à droite. Comme moi, il y a peut-être des affaires des fois du côté de la droite que je suis peut-être capable de dire que c'est correct, mais je reste quand même prudent. Fait je pense que je pense qu'il n'y a juste pas une réelle identité entre la gauche et la droite, puis ça fait en sorte que tu zigzagues, que les partis vont zigzaguer parce que c'est impossible, à mon avis personnel, pour les partis de réellement s'identifier actuellement comme étant à gauche ou à droite. Mhm. C'est sûr que l'NPD se considère comme étant à gauche, mais je vais te donner un exemple. Le Parti vert a une chaîne puis la Palestine. C'est exactement ça. Je veux dire, même eux, dans leur propre parti, ils sont des gauchistes. Je veux dire, même eux, en tant que gauchistes, ils se sont ostinés, puis probablement qu'il y a des gauchistes qui ont accusé les autres d'être de droite parce qu'ils encourageaient tel ou tel. Donc, même dans les partis de gauche, il y a de la division en se disant, ben, vous êtes de droite. Donc, pour moi, quand je dis qu'il n'y a pas de réelle identité, c'est juste que même ceux à gauche se chicanent entre eux puis se traitent de droitistes. Donc, on a de la misère tout le temps à essayer de se convaincre qu'on a une réelle identité et une réelle appartenance Ben, je dirais, à un clivage politique. Puis justement, ça remet en question la pertinence de cette catégorisation de la société. Tu sais, est-ce que finalement c'est toujours pertinent de voir notre réalité politique à travers le prisme gauche-droite? Est-ce que ça ne devrait pas plus être, je ne sais pas, on donne un exemple, une opposition quelconque, je ne sais pas, mondialiste contre souverainiste ou genre, peut-être pas souverainiste, mais plutôt localiste. Je ne sais pas, les personnes du, de l'ère locale. Est-ce que tu es plus pro-nation? Est-ce que tu es plus pro-planète? Est-ce que tu es plus pro-économie? Est-ce que tu es plus pro-environnement? Tu sais, En fait, il y allait avec des convictions, plus il y allait avec des convictions que des. Ouais. Ben, moi, c'est ça. C'est difficile, en fait, d'analyser notre société, quand même très divisée, avec plusieurs intérêts différents, plusieurs réalités différentes, juste en disant, ah ben, t'es de gauche ou t'es de droite. Parce que chacun a moi, une j'ai la histoire question différente, de. chacun a des valeurs différentes, etc. Bref, tout ça pour dire, finalement, quelles sont tes prédictions, Oli, pour l'élection Ben, 2021? écoute, je vais être honnête avec toi, je pense que peu importe les cas, puis peu importe qui gagne, je pense pas que ça va être un gouvernement majoritaire parce que la lutte est trop serrée, puis y a pas je pense qu'on n'est pas encore prêt à retourner à un gouvernement majoritaire. Je pense qu'on l'a vu en ce moment qu'il y a beaucoup trop de divisions, puis il y a beaucoup trop de trucs qui sont pas clairs. Puis là, on a vu pour le Québec ce qui se passe, mais je pense que le débat anglo est cette semaine, puis ça va jouer aussi. Je veux dire, là, les anglophones vont décider ce qu'ils font cette semaine de leur côté. Donc, tu sais, rien n'est encore joué, puis ça a encore le temps de changer. Je veux dire, une semaine, les libéraux sont en avance, après ça, là, les conservateurs, même ça jongle, même le NPD. Donc, je pense que ça va être un gouvernement minoritaire. Je ne peux pas dire que ça va être conservateur ou libéral, mais moi, je ne pense pas qu'on va avoir un gouvernement majoritaire, puis je pense qu'on va retourner probablement dans une élection là, dans 2 ans parce qu'on n'aura pas été capable d'aller chercher le plein pouvoir. Moi, je pense de la même façon que toi, sauf que j'irais peut-être pour dire que ça va être Trudeau minoritaire, parce qu'en fait, on voit en fait le même pattern que la dernière fois c'est dessiné, où est-ce que, oui, les conservateurs ont plus d'intention de vote, mais parce que les zones où ils sont majoritaires ont un moins gros poids politique que celle des libéraux, mais que finalement, Justin Trudeau va se ramasser en gouvernement minoritaire à cause de l'Ontario ou du Québec, justement. Parce qu'au Québec, on voit que le Bloc il va peut-être baisser un petit peu ou conserver ses assises, mais que les libéraux vont
peut-être faire quelques sièges de plus au Québec. Donc, Ben, le Bloc, moi, je pense que le Bloc va perdre. Moi, je pense sincèrement que le Bloc va perdre des sièges au profit des conservateurs. De ce que je comprends, ça a l'air à s'enligner pour ça dans certaines circonscriptions. Ça reste à voir, mais comme tu vois, nous, dans notre de où ce qu'on provient, dans la circonscription du Lac-Saint-Jean, les conservateurs, le Bloc, puis les libéraux se battent d'arrache-pied. Donc, tu sais, même le Bloc dans notre région n'est même pas assuré en tant que tel de gagner la bataille. Sur ces belles paroles, Oli, c'est ce qui met fin à notre épisode. Oui, donc on va vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous. Puis j'espère que vous avez apprécié cet épisode. On vous invite fortement à liker notre page Facebook et nous suivre sur Twitter et Instagram et de partager la vidéo si jamais ça vous a plu. Et sur ça, on vous souhaite une bonne fin de campagne électorale et on se revoit une prochaine fois pour un nouvel épisode du Parlementaire. Avec le Bloc majoritaire, bien sûr.